Voilà, bienvenue à toutes et tous à cette nouvelle et première séance des Midis de l'IRIB de cette année académique. On a délibérément laissé du temps à chacun et chacune de prendre un café, papoter un petit peu, manger, parce que c'est aussi la première séance où on a le bonheur d'être à nouveau assez nombreux et de pouvoir vous offrir un petit lunch. La plupart d'entre vous sont déjà venus à ces séances ou en tout cas connaissent l'IRIB. Mais pour ceux qui ne seraient pas dans cette situation-là, donc, je vais vous dire 2-3 mots sur le déroulement de la séance avant d'introduire nos deux orateurs du jour et la manière dont on va aussi structurer les moments de discussion avec la salle. L'IRIB, c'est l'acronyme de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur Bruxelles, qui rassemble des chercheurs en économie, en droit, en sociologie, en sciences politiques, en histoire ou encore en architecture, qui sont principalement actifs ici à l'Université Saint-Louis-Bruxelles. On organise des midis de l'IRIB environ toutes les semaines. Vous allez voir, si vous êtes curieux, que le programme est assez chargé pour ce semestre-ci et la prochaine séance a déjà lieu dans 10 jours. J'en dirai un mot à la fin de la séance. Et donc l'idée de ces midis de l'IRIB, c'est de donner l'opportunité à des chercheurs et des chercheuses qui s'intéressent à des problématiques urbaines variées et bruxelloises de présenter à toute personne intéressée leurs travaux donc, qui traitent de perspectives assez variées et des travaux qui ressortent aussi de disciplines très différentes. Nous allons donc commencer par écouter nos deux intervenants à travers la présentation de M. Forêt qui durera grosso modo 3/4 d'heure, suivi d'une deuxième invitée, Charlotte Casier, qui réagira par rapport aux questions dont il aura été question pendant l'exposé principal. Vous serez ensuite invités à prendre la parole, à discuter avec nos intervenants, à discuter entre vous, bien sûr. C'est tout l'intérêt de ces séances. Elle prendra fin à 14 heures. Avant de commencer, quelques petites spécifications techniques. Vous voyez que la séance est filmée. Néanmoins, nous ne filmons que les intervenants. Donc, vous pouvez prendre la parole librement, en tout cas, sans avoir peur d'être décoiffé et de ne pas vouloir apparaître à l'image. On va faire circuler un micro pour bien entendre, bien sûr, les questions. N'hésitez pas bien sûr à vous présenter brièvement, simplement dire voilà, je suis simple citoyen, je m'intéresse à Bruxelles ou je travaille pour tel. Présentez-vous, c'est toujours mieux de savoir qui parle, comme ça on sait face à qui. Simplement, on peut répondre aussi en connaissance de cause l'intervenant et la personne du public. Et j'en passe bien sûr au plus important, à vous présenter l'orateur du jour, assis à côté de moi, François Forêt, qui est professeur de sciences politiques et chercheur au CEVIPOL et l'Institut d'histoire européenne, qui sont, vous le savez, hébergés à l'Université libre de Bruxelles, à l'ULB. Et les travaux qu'il va vous présenter aujourd'hui, en tout cas la recherche dont il est question, a été très récemment publiée dans la revue Brussels Studies. C'est à ce titre, comme j'en suis la rédactrice en chef, que j'anime la séance aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, vous passionne, à aller, si vous ne le connaissez pas encore, lire l'article complet après la séance. Je vous laisse donc la parole pour 3/4 d'heure environ. Je serai aussi la gardienne du temps. Si je vois que vous êtes partis dans des grands développements, je n'hésiterai pas à vous interrompre gentiment. Et puis donc on pourra écouter Charlotte Casier pour la première partie de la discussion. Merci déjà. Merci beaucoup et effectivement je vais tâcher de rester dans le temps imparti et je compte évidemment sur votre vigilance en la matière si cela m'échappe. Tout d'abord, toujours content de revenir à Saint-Louis et de dialoguer d'intérêts, de matériaux sur lesquels nous avons un intérêt commun, ici Bruxelles, dans d'autres occasions culture et politique ou bien d'autres sujets. Et je voudrais d'emblée aussi préciser un petit peu le cadrage de mon propos, puisque si j'ai bien compris, parmi nous, il y a différentes catégories d'acteurs. Enfin, il y a des académiques, mais il y a aussi des gens qui ont plutôt un intérêt politique ou territorial pour approcher ce sujet-là. Donc je vais volontairement, dans mon propos, rester assez ouvert. Je ne vais pas entrer dans le détail
des débats théoriques ou méthodologiques, par exemple, sur lesquels je suis heureux de revenir dans la discussion si nécessaire. Je ne vais pas non plus vous abreuver de chiffres, parce qu'à l'oral, même avec un PowerPoint, c'est quand même assez aride. Je ne vais ainsi pas détailler les pourcentages et autres écarts. Une bonne partie de ces données, de toute façon, sont disponibles dans la publication Brussels Studies. Là encore, je peux tout à fait compléter ensuite l'information si nécessaire, mais c'est simplement pour éviter tout malentendu. Pour ne pas perdre davantage de temps, je voudrais commencer par dire un petit peu d'où je suis parti pour arriver à ce petit travail. C'est un petit travail, puisque c'est une composante d'un agenda de recherche plus long, donc c'est aussi une façon d'emblée de situer son ambition et surtout ses limites, puisque je vais ici parler des résultats d'un sondage. Alors ça donne des données, mais ce n'est que cela. Et ensuite, il faut évidemment, pour aller plus loin, s'appuyer sur l'état de l'art, mais s'appuyer aussi sur les comparaisons. Et je voudrais ajouter aussi cela à la fin de mon propos, remettre le cas de Bruxelles en comparaison, puisque c'est une manière à la fois de valider les données. Si on retrouve les mêmes dynamiques dans d'autres cas, c'est quand même aussi une manière de les objectiver, et puis peut-être d'ouvrir d'autres perspectives de discussion. Alors, moi, à la base, je suis un européaniste, donc je m'intéresse essentiellement, et depuis maintenant, hélas, trop longtemps, à la légitimation de l'Union européenne, notamment sur le plan symbolique, donc à travers les interactions entre identité, culture, politique, religion. Et cela explique que j'arrive à ce problème-là, les relations des Bruxellois à l'Europe, j'y arrive par en haut, j'y arrive par l'Europe. Donc je ne prétends pas du tout à la connaissance du terrain bruxellois que plusieurs d'entre vous ont, et c'est aussi ce qui m'intéresse précisément aujourd'hui, c'est d'avoir le retour des gens qui connaissent intimement les réalités bruxelloises, sociologiques, urbaines, politiques, mais ça explique aussi que je ne vais pas privilégier cet angle aujourd'hui. Je pars donc de l'Europe pour arriver aux citoyens. Et je privilégie, en ce qui concerne les outils, une approche en termes de socialisation, avec en arrière-plan la socialisation à l'Europe, mais avec cette idée que finalement on se trouverait là dans un entre-deux. On sait beaucoup de choses sur la socialisation des citoyens ordinaires à l'Europe. Et il y a eu d'ailleurs des très beaux travaux menés dans cette maison à cet égard. On sait aussi beaucoup de choses sur la socialisation des professionnels de l'Europe, qui évoluent dans les institutions européennes. Et puis il y a cet entre-deux. Il y a ces Européens comme les autres, mais qui se trouvent habités à Bruxelles ou à Strasbourg, et qui sont donc dans la proximité spatiale immédiate des institutions européennes, qui interagissent avec les acteurs de l'Europe en allant acheter le pain ou en allant à la friterie. Est-ce que cela change quelque chose ? Et pour résumer à gros traits la question finalement qui a motivé l'intérêt initial, est-ce que la proximité géographique impacte la distance sociale qu'on reproche habituellement à l'Europe vis-à-vis des citoyens? Derrière cette question générale viennent ensuite des questions plus précises à objectiver, et j'y reviendrai, mais c'est bien de là dont je pars, et cela participe de ma spécialisation initiale, puisque quand on travaille sur l'Europe au plan symbolique, il y a toujours cette question du centre qui émerge. Est-ce que le système politique européen, comme un grand nombre de systèmes politiques qui ont précédé, a contribué à faire émerger un centre ou pas? Est-ce qu'il a simplement contribué à détricoter les clivages centre-périphérie sans leur en substituer de nouveau? C'est la question très générale qu'il y a derrière ça, que je ne vais pas traiter évidemment avec les données d'un sondage, mais c'est simplement pour illustrer un petit peu l'inspiration profonde qu'il y a derrière cette démarche. Ça, c'est la justification théorique. Le projet de recherche en lui-même, il a eu des déclencheurs beaucoup plus, je dirais, conjoncturels, puisque en fait, cela découle de ce qui est d'abord un projet G3 dans notre belle terminologie, enfin associant les universités de Bruxelles, l'Université libre de Bruxelles, les universités de Montréal et de Genève. Et ça a été finalement la première mouture de notre réflexion. C'était finalement une question sur les organisations internationales dans les villes internationales. Comment se joue le rapport à l'international quand se superposent ainsi deux prismes d'accès à l'international, une ville qui est d'abord internationale par elle-même, et dans cet écosystème-là viennent se greffer les organisations internationales comme voie d'accès encore plus spécifique à l'international. Et donc, voilà ce qui a été l'inspiration initiale, la comparaison Bruxelles, Genève, Montréal.
Il ne vous échappe pas qu'il n'y en a qu'une de ces trois qui est capitale européenne. Donc, c'est pourquoi, dans mon discours, je jouerai toujours entre les deux dimensions, les organisations internationales, qui à Bruxelles se trouvent être principalement les organisations européennes, les institutions européennes. Donc c'est un petit peu cette démarche en entonnoir que je voudrais suivre, ce qui est une façon aussi de comparer le rapport à l'Europe dans un rapport plus général à l'international et de questionner sa spécificité. Y a-t-il une spécificité dans le rapport à l'Europe du fait que l'Union européenne est plus qu'une organisation internationale? Et donc ça, c'est aussi une autre question sous-jacente. Donc ça, c'est l'agenda de recherche globale, qui est né d'abord de la comparaison avec Genève et Montréal, qui s'étend ensuite, et c'est dans les tuyaux, avec d'autres villes internationales. Rome, par exemple, il y a une équipe à Rome qui développe un questionnaire analogue. Paris, bientôt, que je ferai aussi directement, en tant que Parisien. Et puis, il y a eu cet autre volet, et j'en dirai un mot à l'issue, sur Strasbourg. Parce que, évidemment, quand on met le doigt dans l'engrenage de capitale de l'Europe, on est très vite confronté au fait que l'Europe a plusieurs capitales. Et Strasbourg a été vraiment un terrain fécond pour dupliquer le même questionnaire avec des questions plus spécifiques encore sur les institutions européennes et notamment le Parlement européen. Donc je dirais très brièvement un mot là-dessus. Il y aura un autre papier qui va apparaître dans la revue française d'administration publique prochainement sur le cas de Strasbourg pour ceux que cela intéresse. Vous me direz, il restait Luxembourg. On a considéré Luxembourg pour des raisons diverses. Voilà, on a renoncé simplement parce que le coût d'un sondage à Luxembourg est 10 fois supérieur à un sondage normal. Comme vous savez, ce qui est rare est cher. Les Luxembourgeois sont plus rares que les Français ou les Belges et donc ils sont très chers. C'est donc purement un calcul comptable qui malheureusement nous a privés de cette dimension. Je termine là cette présentation de l'arrière-plan de la recherche et j'en viens maintenant à cette petite étude sur précisément les Bruxellois et l'Europe. Donc, Bruxelles, évidemment, est une ville internationale et notamment aussi la capitale de l'Europe, mais c'est une multicapitale et nous le savons entre Belges ou Belges d'adoption, c'est une caractéristique qui va d'emblée la distinguer d'autres villes internationales. À savoir qu'on va être confronté à l'international à Bruxelles par la présence bien sûr des institutions européennes, mais d'autres institutions internationales aussi. Nous parlions de l'OTAN en préliminaire, de grandes entreprises internationales. Bruxelles est aussi évidemment une ville de migration. Et donc il y a des dynamiques d'internationalisation qui viennent d'en haut, qui viennent de l'institutionnel, mais qui viennent aussi de l'histoire de la Belgique, qui viennent aussi de la démographie de la Belgique. Et c'est ainsi qu'on va saisir ces organisations internationales qui, à Bruxelles, sont quand même largement subsumées par les institutions européennes. C'est ce qu'on appelle ces vecteurs de socialisation multiples. Les OI, le petit nom des organisations internationales, pour aller plus vite, ne sont qu'un vecteur de socialisation parmi d'autres. Et donc, quand on va mesurer un effet, va toujours se poser la question, est-ce que c'est vraiment les organisations internationales le vecteur déclencheur, ou bien est-ce qu'il faut le comprendre aussi en interaction avec d'autres vecteurs de socialisation internationale? On vient ainsi très vite de caractériser l'écosystème de Bruxelles. J'utilise cette référence d'écosystème en l'empruntant à d'autres collègues pour dire que les organisations internationales, elles vont s'inscrire dans un milieu particulier. Elles vont vivre en interaction avec un milieu spécifique. Et ainsi, quand on va changer de ville internationale, on va retrouver des écosystèmes différents. On y reviendra aussi dans la comparaison. Être une organisation internationale à Bruxelles, ce n'est pas la même chose qu'être une organisation internationale à Genève, à Montréal ou qu'à Strasbourg. On a spécifié Bruxelles comme ville. Il y a aussi évidemment le pays de la ville en question. Exemple, la tradition de la Belgique comme terre d'accueil, aussi comme pays à l'histoire quelque peu compliqué, et avec des passés de domination étrangère qui ont laissé des couches mémorielles, culturelles différentes. On fait aussi référence évidemment au mode de gouvernance belge. Une consociation n'est pas un système unitaire comme la France. Dès lors, l'international ne va pas venir se greffer de la même manière dans les dynamiques internes de ce système. Donc, comprendre la ville et puis aussi comprendre la ville dans son contexte national, pour bien comprendre la présence des organisations internationales.
Bruxelles, enfin, a une histoire bien particulière comme capitale européenne. Enfin, particulière aux capitales européennes, puisqu'on le verra aussi avec Strasbourg. Ce n'est pas un destin téléologique que de devenir une capitale européenne. Hein, et les Bruxellois le savent. Parfois, les Français l'oublient quand ils parlent de Strasbourg, mais le choix d'une ville pour devenir capitale européenne, c'est avant tout un choix de circonstances, c'est avant tout un choix par défaut. Hein, et c'est souvent en éliminant d'autres possibilités, en jouant sur les compromis du moment, qu'on aboutit à ce choix-là. C'est vrai de Strasbourg, c'est vrai de Bruxelles. D'où ce surnom de capitale opportuniste hein, qu'on emprunte à une chercheuse ayant travaillé de manière très intéressante hein, sur Bruxelles. Oui, il y a cette part de contingence, de hasard, plus que de nécessité ou même de stratégie. Et c'est ce qui explique en partie aussi l'absence de mise en scène, l'absence véritablement de construction symbolique forte de Bruxelles dans ce rôle de capitale européenne. Hein. Et donc tout ce qu'on va rencontrer ensuite, par exemple en termes identitaires, la façon dont les citoyens s'approprient ou pas sur le plan identitaire le statut de capitale européenne de Bruxelles, c'est à comprendre aussi à la lumière de cette histoire fait de hasard, de nécessité autant que de stratégie. Voilà, donc je vais en rester là, je crois, pour cette déjà longue introduction, hein, mais je pense qu'il était important d'essayer de planter le décor, en quelque sorte, avant de venir plus spécifiquement au contenu de la recherche. Alors, la méthode, là encore, je vais passer assez vite, hein, mais on peut revenir ensuite à la cuisine interne. Hein, il s'agit donc principalement, en termes de données, des résultats d'un sondage donc, que l'on a fait en septembre 2021. La date n'est pas si anodine puisque bon, il y a toujours un effet de conjoncture dans les sondages, mais sur certains points, c'est clair hein, que ça joue. Par exemple, bon, il y avait une question qui mentionnait l'OTAN. On en parlait aussi un peu au préalable. Il se trouve que des institutions internationales, à la faveur, par exemple, d'une guerre, vont acquérir une visibilité bien supérieure. Hein, et pour l'Union européenne, c'est vrai aussi, selon que l'intégration européenne est en période de crise ou plutôt de succès, ça peut impacter assez significativement, on le sait, les perceptions qu'en ont les citoyens. Donc on a fait un sondage standard hein, via un institut local. Donc en français, c'est aussi une limite à prendre en compte. Hein. On sait qu'il est difficile en Belgique et notamment à Bruxelles d'intégrer le facteur linguistique hein, sur Bruxelles. Même si Bruxelles est une ville à majorité francophone, on sait que l'identification de la langue de chaque foyer reste quelque chose à prendre en compte. Hein. Donc c'est aussi une limite à intégrer. Et le sondage suivait largement les approches en termes de socialisation, donc en tentant d'étudier à la fois la socialisation en termes d'intérêt, de normes de valeurs et également de pratiques. Et donc on a intégré dans ce sondage un certain nombre de questions. Alors certaines étaient directement empruntées à des questions, à des enquêtes internationales de valeurs, par exemple, de manière à pouvoir comparer les réponses de l'échantillon avec une population plus large, que ce soit au niveau régional, national ou européen. Donc ça permettait ainsi de tester un petit peu la spécificité de cet échantillon. Et d'autres étaient faits maison, bien sûr. Par exemple, sur les modes d'interaction avec les institutions européennes. Alors, les interactions, ça peut être cognitif, hein, ce que l'on apprend sur, donc les modes de prise d'information, ou bien ça peut être physique, et ça, c'était une des plus-values de notre enquête, puisqu'on travaillait sur des relations de proximité. Comment, concrètement, les Bruxellois entrent en contact ou pas avec les institutions européennes, par exemple en visitant le quartier européen ou en entrant dans les institutions européennes. Ce sujet-là, on l'a plus encore poussé à Strasbourg. Et puis ensuite, le questionnaire essayait de mesurer les perceptions des institutions européennes à Bruxelles en relation, en interaction avec des attitudes politiques plus générales. Exemple, en termes de post-matérialisme ou en termes de relation au multiculturalisme. On essayait de voir s'il y avait des corrélations entre la perception immédiate au quotidien des institutions européennes et puis ces attitudes sociopolitiques beaucoup plus générales.
Voilà, donc ça, ce sont les données du sondage, ce dont je vais essentiellement parler aujourd'hui. On a complété cela, et même bien avant, on a démarré en fait auparavant, avant le sondage, hein, par des approches qualitatives. Et donc, par exemple, avec des étudiants de l'ULB, sur les 3 dernières années, on a réalisé une série d'enquêtes auprès de différentes catégories de Bruxellois sur la perception de l'Europe en général et des institutions européennes en particulier. Alors, exemple, là, lors de la dernière année académique, on a travaillé, par exemple, sur les commerçants et les travailleurs Horeca du quartier européen. C'est un classique, hein, bon, chacun... a sans doute, si les enseignants étaient confrontés au sujet, bon voilà, s'il faut un sujet pour un étudiant qui a besoin d'un accès au terrain et voilà, et qui peine à en trouver, on lui dit d'aller voir le commerçant du coin, et ça produit toujours des résultats relativement intéressants. Mais on a également travaillé sur les professionnels de l'Europe, évidemment, donc le schéma à revers, leur intégration à Bruxelles. Sur les étudiants, sur les femmes, enfin, on a essayé de faire jouer ainsi des vecteurs qui pourraient fonctionner comme facteurs de distinction ensuite dans la relation à l'Europe. Et puis, on a aussi, de manière un peu distincte, mais en étroit dialogue avec ces approches, on a travaillé avec des professionnels de la culture et des artistes, parce qu'ils offrent un autre mode de dévoilement de la relation à l'Europe et à Bruxelles comme capitale de l'Europe. Hein. Et j'y reviendrai éventuellement dans la discussion, si c'est pertinent, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de l'aborder dans l'exposé. Voilà donc un petit peu les données et les méthodes dont je vais me servir pour maintenant me centrer essentiellement sur les résultats, hein, et là encore de manière brève, et quitte à revenir ensuite sur les points qui suscitent plus davantage votre curiosité. Je vais passer sur l'état de l'art et les données institutionnelles pour en arriver directement, véritablement, aux résultats de notre enquête. Premier constat, c'est pas un scoop, mais comme on disait avec certains, ça peut quand même constituer une surprise, ou en tout cas corriger un petit peu le sens commun. Non, les Bruxellois ne haïssent pas les institutions européennes. Et on pourrait même aller un peu plus loin, il y a plutôt une perception positive qui domine. Encore une fois, dans les limites d'un sondage. Hein, et ça n'exclut pas du tout des nuances que l'on va ensuite présenter. Donc cette enquête-là n'a vraiment rien de révolutionnaire, hein, et elle corrobore très largement ce qu'on sait déjà, mais c'est quand même important de le réaffirmer, hein, parce qu'il est d'usage, dans le discours médiatique, politique, bon, de souligner l'histoire difficile de Bruxelles dans son rapport aux institutions européennes. Et là, je parle là plus en termes politiques et institutionnels, hein, le slide que j'ai sauté en gros, et ça c'est une réalité, hein, c'est une réalité qui demeure. Bon. L'inscription massive des institutions européennes dans l'urbanisme de Bruxelles, dans la démographie de Bruxelles, a été un traumatisme, hein, ça a été un traumatisme historique, et il en reste encore des séquelles. Pour autant, les résultats qu'on a obtenus lors de cette enquête témoignent plutôt, et témoignent même de manière significative, d'une perception positive des citoyens. Donc c'est un premier point dont il faut partir. Oui, la présence de ces organisations internationales, qui très vite donc, sont réduites aux institutions européennes, est considérée comme une bonne chose. Et c'est vrai notamment même sur les thèmes les plus controversés. Sur les thèmes sur lesquels le sens commun tout court, et même le sens commun académique, pourrait imaginer davantage de conflits. On parle ici des services publics, on parle ici des transports, on parle ici de la démocratie locale, hein, sur lequel il y a eu beaucoup de controverses, notamment pour critiquer le caractère un petit peu arbitraire de la structuration de l'urbanisme supposément par l'Europe. Hein. Là aussi, les appréciations restent positives, même si bon, elles sont un peu moins positives, voire sensiblement moins positives que sur les autres variables économiques ou autres. Même sur la sécurité, même sur l'aménagement urbain, le positif domine. Donc là encore, quand même, avec une gradation. On va y revenir tout de suite. Mais donc, c'est un premier tableau qui est loin d'être apocalyptique. Il y a néanmoins des nuances, hein, et il y a notamment 2 nuances qui ressortent fortement à Bruxelles plus qu'ailleurs. Les expats. Ah, les expats.
Hein, bon, là aussi, c'est un refrain quand même relativement commun, et je le dis d'autant plus à l'aise que j'en suis un. Hein. Bon, il y a cette critique récurrente des expats qui font flamber le prix des loyers, qui témoignent d'une certaine arrogance, etc. Ce que la partie qualitative de notre recherche a corroboré. Mais bon, ça ressort aussi dans notre enquête. Oui, l'un des griefs faits à la présence des organisations internationales, c'est effectivement la présence d'expatriés qui ne s'intègrent pas dans la vie locale. Ça n'est pas majoritaire, mais c'est significatif. Petite note de bas de page, quand on dit expatriés, très vite, et notamment quand on a des entretiens qualitatifs, on voit que c'est une catégorie très générique. Bien sûr, dedans, on va retrouver les fonctionnaires européens, éventuellement les hommes politiques européens, mais enfin qui sont nettement plus fugaces. Mais on va aussi retrouver les employés de l'OTAN. Un travailleur du quartier européen ne fait pas vraiment la différence entre un travailleur de l'OTAN et un travailleur de la Commission. Bon, évidemment, il va moins voir le premier pour des raisons spatiales, mais ça recouvre aussi les travailleurs des grandes entreprises internationales ou les expats venant pour d'autres raisons, hein, professionnelles ou autres, en libéral. Donc c'est là qu'on voit les vases communicants entre la sphère européenne et la sphère internationale. Hein, et le fait que souvent, bon, c'est un continuum, mais ce n'est pas du tout, ce ne sont pas du tout deux sphères distinctes. Et la perception des citoyens est très globalisante en la matière. Hein. Derrière l'expat, on met souvent l'Europe, mais on voit bien aussi que là, l'Europe fonctionne plutôt comme catégorie générique, hein, qui peut englober aussi des gens plus ou moins liés à l'Europe ou liés à des dynamiques de marché qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne, stricto sensu. Donc ça, c'est la première nuance. Les expats, oui, parce que c'est aussi la présence sociale, hein, la plus significative pour les Bruxellois qui n'ont pas de rapport formel aux institutions. Par contre, l'expat, ils peuvent le retrouver chez le boulanger, pas forcément au club de sport, parce qu'il y a une segmentation économique du marché, mais on peut le retrouver quand même dans un certain nombre de sphères, lors même qu'on n'a pas d'interaction directe avec le niveau européen. Et puis la deuxième nuance, elle est évidemment liée à la sécurité, qui n'est pas impactée massivement, on l'a dit un peu plus tôt, mais le risque d'attaque terroriste est quand même jugé augmenté par la présence des institutions européennes. Et là, bien évidemment, on est toujours dans le post-traumatique, hein, des attaques qui ont eu lieu à Bruxelles. Donc voilà très vite ce que répondent les Bruxellois quand on leur présente une série de questions, hein, sur un certain nombre d'items et qu'on leur demande d'évaluer s'ils considèrent que la présence des organisations internationales est une bonne chose ou une mauvaise chose, avec des gradations, à la fois au niveau personnel et au niveau collectif. Hein. Et on voit aussi quelque chose d'assez classique, hein, c'est-à-dire qu'on va considérer que la présence des organisations internationales est une bonne chose davantage au niveau collectif qu'au niveau individuel. Ça, c'est un classique aussi dans les études de socialisation à l'Europe. Hein. En gros, il y a quand même toujours ce postulat que oui, c'est bien quand même, hein, parce que c'est la paix, c'est la prospérité, c'est la sécurité, tout ça, mais toujours en petite musique discordante, peut-être que ça profite quand même surtout plus aux autres qu'à moi, hein, notamment pour les populations les plus critiques, qui vont pas forcément remettre en cause ce qui bénéficie encore quand même d'une présomption positive, mais qui, quand ils vont juger en fonction de leur intérêt propre, là vont davantage souligner des dynamiques discriminatoires, hein, de l'international et de l'Europe. Donc il y a entre le niveau collectif et le niveau individuel, il y a bien là une différence importante à prendre en compte. Donc ça, c'était plutôt la partie du questionnaire qui portait sur les intérêts, hein, et sur donc les appréciations en termes d'intérêt pour le pays, pour la ville, pour moi. Une autre partie du questionnaire portait davantage sur les identités et les valeurs. Et c'est ce point que j'aborde maintenant. Quel sentiment vous procure, et là c'est vraiment individuel évidemment, subjectivement, le fait de vivre avec les organisations internationales comme voisins? Et il en ressort clairement une sensation de fierté, donc de valorisation liée au statut de capitale européenne de Bruxelles. Aussi un ressenti positif sur la vie quotidienne sur différents paramètres. Et donc là c'est dissocié de l'intérêt matérialiste proprement dit, hein, mais ça peut être
pour, par exemple, la vie multiculturelle, l'aspect cosmopolite de la ville. Là, on est plus sur des motivations idéationnelles. Mais aussi, et ne jamais l'oublier, et des travaux très intéressants, là encore, ont été faits ici sur la question, de l'indifférence. Hein. Et il faut toujours regarder dans un sondage, évidemment, ou dans d'autres types d'enquêtes, les réponses, mais aussi les non-réponses. Hein. Bon, il y avait l'indifférence offerte comme option, et il y avait aussi les NSP, hein, ne se prononcent pas, et ça reste une forte minorité, voire dans certains cas une majorité relative, hein, cette indifférence. Donc ça, c'est aussi une constante, évidemment, à toujours garder à l'esprit. Et puis aussi, il y a également des impacts négatifs. Hein. Des impacts négatifs évalués au quotidien, et puis des impacts proprement identitaires. Et il y a une minorité non négligeable qui déclare ressentir la présence des organisations internationales et des institutions européennes comme une aliénation, hein, une dépossession finalement de son identité. Et ensuite, on est renvoyé aux enquêtes plus qualitatives, hein, pour mettre des mots là-dessus. Éventuellement, j'ai quelques extraits d'entretiens sur lesquels on pourra revenir pour l'illustrer. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas voir ces ressentis positifs et négatifs comme antinomiques. Souvent, on va les retrouver chez les mêmes personnes. On peut se sentir fier d'être bruxellois parce qu'on vit dans la capitale de l'Europe, et pour autant se sentir dépossédé. Hein. Donc là encore, il ne faut pas réifier cette image entre les pros, les antis. Non, et comme toute identité, hein, comme tout ressenti, la relation aux politiques est composite, et ça peut intégrer des dimensions positives et des dimensions négatives pour une même personne, selon le sujet abordé, ou même sur un même sujet. Hein. On peut à la fois être fier d'être au centre de l'Europe et ne pas pouvoir supporter son voisin arrogant qui travaille à la Commission. Ce n'est pas forcément incompatible. Le questionnaire portait aussi sur les connaissances, puisqu'il y a les perceptions, mais on a essayé aussi évidemment d'aller voir sur quoi s'appuyaient ces perception au niveau cognitif. Hein, et donc, on a mobilisé un certain nombre d'outils assez classiques. D'abord, pour vérifier ce que les Bruxellois savaient ou pas sur les organisations internationales. Et ici, de facto, on a plutôt choisi de tester les organisations internationales en général. Et donc, on a donné une liste d'organisations internationales en leur demandant laquelle est dans votre ville. Alors, ça peut sembler élémentaire à beaucoup, mais ça ne semblait pas si élémentaire que ça sur un échantillon global. La bonne réponse était l'OTAN. Autrement, on a testé l'Organisation mondiale du commerce, d'autres questions comme cela, parce qu'on sait que la politique, et la politique internationale en particulier, hein, ça ne fait pas partie de l'univers quotidien du citoyen. Donc, on postule une relation de distance tout à fait normale. Hein. Et donc, on a mesurer, et là je donne quelques chiffres juste comme ordre de grandeur, hein, que bon, en gros, pour aller vite, une quarantaine de % des Bruxellois savent identifier la bonne institution dans la liste, donc à savoir l'OTAN, mais il y en a un septième, disons, qui se trompent et qui vont identifier une organisation internationale qui n'est pas présente, et puis surtout, il y en a presque une moitié qui refusent de répondre. Alors, refuser de répondre, c'est souvent une stratégie d'évitement quand on n'est pas sûr ou qu'on ne sait pas. Hein. Donc, ça donne une image relativement modérée, disons, de la connaissance. Hein. Et tout ce qu'on a pu observer par ailleurs après, hein, dans des approches par sondage ou qualitatives, nous ramène toujours à ça, hein, à cette relation de distance, hein, et d'incertitude aussi vis-à-vis des organisations internationales. On a aussi comparer ce rapport cognitif, ces connaissances des organisations internationales, à la connaissance de l'international en général. Et c'est pourquoi on a eu cette autre question, on l'a dit, plusieurs vecteurs d'internationalisation, dont l'immigration, ou dont les populations issues de l'immigration. Donc on avait une autre question qui portait sur le nombre de concitoyens bruxellois nés à l'étranger. C'est aussi une question très compliquée. Hein. On a passé pas mal de temps pour trouver le bon libellé de la question, en s'appuyant sur les stats officielles et autres. Et le critère d'être né à l'étranger est considéré comme le meilleur par rapport à celui de la nationalité, qui ne veut pas forcément dire grand-chose à Bruxelles. Et donc, simplement, on a pu constater, sans rentrer dans les détails, que 40%, près de 40% des Bruxellois sous-estiment beaucoup le nombre de leurs concitoyens étrangers nés à l'étranger. Donc finalement, il y a quelque part une sous-perception
de l'internationalisation de la population bruxelloise. Alors qu'on aurait pu penser le contraire, hein, spontanément, que c'était exacerbé. Non, c'est plutôt sous-estimé. Ce qui nuance, là encore, par ricochet, la connaissance relativement incertaine des organisations internationales. Hein. C'est bien le rapport à l'international qui est nimbé de ce relatif flou. Je passe sur les autres éléments, puisqu'il me reste 10 minutes, je pense. 15 minutes, d'accord. Ensuite, on en arrive davantage aux pratiques. Hein, et c'est le dernier point de l'enquête, avant de revenir aux conclusions et aux comparaisons. Comment s'établissent concrètement ces interactions, si elles existent, des Bruxellois avec les organisations internationales? Donc, les interactions, elles peuvent être cognitives, puisque s'informer, c'est déjà une forme d'interaction. Hein. Et puis, elles peuvent être pratiques, physiques, puisque, par exemple, il y a des usages du quartier européen qui disent quelque chose aussi du rapport aux organisations internationales, voire, mais on va plus loin dans le cas de Strasbourg, moins loin à Bruxelles, je pourrais y revenir, sur vraiment entrer dans les institutions, interagir directement avec les acteurs européens. Ce qui ressort, encore une fois, en se concentrant sur les grandes tendances, c'est que pour la majorité des Bruxellois, sans surprise bien évidemment, le rapport il est indirect. Non, tout le monde n'a pas papa-maman qui travaille à la Commission. Et non, tout le monde n'a pas l'occasion d'entrer directement au Parlement européen pour une raison ou pour une autre. Et d'ailleurs, là, la comparaison avec Strasbourg sera intéressante à discuter, y compris peut-être avec les décideurs bruxellois. Cela veut dire que l'information, elle passe principalement par les médias. Hein, quand on demande précisément si et comment ils connaissent le travail des organisations internationales présentes dans leur ville, c'est les médias qui constituent encore la principale source, beaucoup plus que les réseaux sociaux. Et donc ça reste quand même une constante. Bon, maintenant, voilà, les réseaux sociaux occupent une place centrale en politique, dans les études scientifiques et autres, mais on en revient quand même à ça, c'est que les réseaux sociaux ne se substituent pas à un espace public qui n'existe pas physiquement. Hein. Et souvent, d'ailleurs, il faut aller voir et creuser, et il y a sans doute des personnes plus expertes encore, hein, ici, les réseaux sociaux, parfois, ne servent qu'à faire circuler des articles de médias, hein, ou des vidéos, ou autres. Donc, les réseaux sociaux restent un prisme relativement second, hein, pour interagir avec les organisations internationales. C'est une discussion qu'on a régulièrement avec les commissaires qui passent leur temps sur Twitter, je n'en citerai pas. Les autres prismes d'interaction peuvent être les événements à caractère international organisés dans votre ville, mais tout le monde n'est pas invité aux sommets européens. Hein. Donc il faut comprendre cela aussi comme les embouteillages créés par les sommets européens. Et il faut comprendre cela aussi comme les événements dont parlent les médias. Donc ça nous ramène là aussi à des prismes indirects. Et puis enfin, il y a d'autres prismes de contact. Alors, le travail, 10%, est grosso modo... après, on peut rapporter ça au pourcentage d'emplois que représentent les organisations internationales à Bruxelles, hein, pour voir que, bon, finalement, on est dans des ordres de grandeur qui peuvent être mis en dialogue. Les études, donc là, évidemment, on se trouve renvoyé aux discriminations socio-culturelles, hein, dans le rapport aux institutions internationales, évidemment, puisqu'on sait que la proximité grandit avec le niveau d'éducation. Bon, ça, c'est un des phénomènes aussi assez récurrents. L'entourage... Je parlais de papa-maman à la commission. Donc on voit un certain nombre de vecteurs, mais l'idée qui en ressort, hein, c'est que cette relation va rester principalement indirecte. Quid alors des interactions physiques, c'est-à-dire les Bruxellois qui se rendent dans le quartier européen? Alors déjà, et ça c'est confirmé clairement par l'enquête, on ne se rend pas forcément dans le quartier européen à cause de l'Europe. D'où les illustrations. Hein. Et c'est un sujet d'actualité vu les plans de refonte du quartier européen en la matière. Donc là, on parle vraiment d'une réalité urbaine et politique en pleine mutation.
Il y a tout de même plus d'un tiers, près de 40%, qui déclarent ne jamais s'y rendre. Une proportion presque égale qui déclare s'y rendre pour les loisirs. Alors évidemment, là, on va vers le pôle muséal, vers le cinquantenaire ou d'autres points d'attraction. Et puis, il y a ceux qui y vont pour le travail, et puis il y a ceux qui y habitent. Bon. Quand on creuse notamment de manière qualitative, on a cette vision de cet espace multifonctionnel, hein, donc, qui fait l'objet de différents usages par différents publics, et on constate que ces publics, ils vont peut-être au même endroit, pas forcément au même moment, et sans forcément se rencontrer. Hein. Ils vont peut-être interagir de manière fonctionnelle dans le cadre de relations commerciales ou professionnelles, par exemple si ce sont des usages de loisirs, mais ça ne veut pas pour autant dire que là, il va y avoir socialisation mutuelle. Bon. Je passe très vite sur un sujet qui mériterait beaucoup plus d'attention et qui a été étudié de manière beaucoup plus riche que cela hein, par des sociologues notamment. Conclusion. Parce que là, je crois que j'approche quand même de la fin. Conclusion. Je reviens à cette idée basique hein, du début. La relation des Bruxellois aux organisations internationales, elle reste quand même incontestablement positive. Premier point. Ce n'est pas un constat si profane que cela. Sur le plan collectif surtout, un peu moins sur le plan individuel, mais tout de même positif. Et positive sur le plan tant matériel qu'immatériel. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement dans cette vision parfois que l'on postule hein, d'une Europe fonctionnaliste, des politiques publiques et de la production de biens communs qui se justifierait par ce qu'elle offre aux citoyens, hein, bon, légitimation par les outputs pour aller vite. Non, là, la perception positive, elle vaut aussi pour les aspects plus idéationnel en termes d'appartenance, d'identité. Hein. Et il ne faut donc pas opposer non plus cet aspect matériel versus immatériel. Une Europe qui s'impose sur le plan matériel mais pas sur le plan immatériel, ici ce n'est pas vérifié. Les nuisances, on l'a dit, donc terrorisme, immigration, sentiment d'aliénation, minoritaire mais significatif, et une relation donc marquée par la distance, marquée par l'indifférence, marqué par des connaissances toujours incertaines et toujours largement médiatisées. Donc là encore, on confronte très largement, on corrobore très largement ce que l'on connaît, hein, et notamment de toute la littérature la plus récente qui a mis l'accent sur l'importance de l'expérience dans la manière de façonner les attitudes par rapport à l'Union européenne. Et donc là, aussi les conséquences du manque d'expérience directe. Et donc cette image finale de deux mondes qui coexistent, hein, l'international et le local, qui parfois se chevauchent, qui interagissent à bénéfice commun et sans hostilité, mais qui ne s'interpénètrent pas forcément. Pour aller un peu plus loin, et juste pour ouvrir une fenêtre, un très bref comparatif. Hein, et ça, c'est une manière de sortir un petit peu de ce premier petit papier hein, sur Bruxelles qui correspond à la première phase vraiment assez descriptive d'analyse des données et de le faire dialoguer avec les résultats donc, sur Strasbourg et puis sur les autres villes internationales. Constat, dans les capitales européennes, donc Bruxelles, Strasbourg, on va trouver des dynamiques très comparables. Donc on va trouver assez largement les mêmes logiques à l'œuvre et qui renvoient à des logiques classiques de rapport à l'Europe, donc qui suggèrent encore une fois que la proximité n'altère pas tant que ça hein, la distance sociale. Mais il y a aussi des spécificités liées aux écosystèmes. Les deux capitales européennes sont des capitales par défaut, mais elles n'ont pas le même statut. Exemple, Strasbourg, c'est plus petit, ce n'est pas une multicapitale et c'est une ville moins internationale que Strasbourg, par exemple en termes migratoires, même si c'est aussi quand même une ville fortement structurée par le fait migratoire. Donc ça explique en partie que les Strasbourgeois vont être un peu plus positifs que les Bruxellois vis-à-vis de la présence des organisations internationales et ils vont avoir un peu moins de réserve, par exemple en termes de déclaration de perte d'identité. Donc il y a une gradation bon, en termes de niveau, pas de différence de nature, mais une petite gradation en termes de niveau. Et ça fait surtout référence là, même si les histoires ont pu être comparables hein, en termes de contingence, on ne retrouve pas le même traumatisme originel de l'intrusion massive des institutions européennes à Strasbourg, par exemple, par rapport à celle de Bruxelles. Hein.
on discutait auparavant de l'importance d'être dans le centre ou pas de la ville. Bon, c'est peut-être une variable, mais en tout cas, il n'y a pas ce même passif dans l'histoire de la ville et dans l'esprit des Strasbourgeois vis-à-vis de l'Europe qu'il peut y avoir dans l'esprit et dans l'histoire des Bruxellois. On élargit encore un peu la comparaison et on va cette fois-ci, en desserrant la focale sur l'Europe, et on retourne vers l'international et on compare avec Genève et Montréal. Donc les deux cas qui ont motivé la comparaison initiale. Là encore, on va voir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on parle de discrimination en termes socio-économiques, socio-culturels et autres, des choses dont j'ai peu parlé aujourd'hui, mais il y a aussi ces aspects-là, évidemment, mais ce n'était pas dans le papier, donc je le mentionne simplement dans la comparaison. Là encore, on va retrouver donc d'abord cette idée que la relation à l'européen n'est pas si différente de la relation à l'international, donc il ne faut pas exagérer la spécificité de l'Union européenne, même si ses implications dans la vie des citoyens sont beaucoup plus grandes que l'ONU. Mais on va retrouver aussi des spécificités liées aux écosystèmes. Par exemple, il y a une bien moindre crispation envers la migration ou les so-called expats à Montréal qu'à Genève ou qu'à Bruxelles, parce que ça renvoie à une histoire de la ville, une histoire nationale, évidemment, qui cadre le fait migratoire différemment. Et puis, il y a une hypothèse qui a surgi de l'analyse de Genève et de Bruxelles, et c'est une hypothèse qui demande vraiment encore beaucoup à être travaillée, mais ce n'est pas forcément une hypothèse très optimiste, si on se place cette fois-ci du côté des organisations internationales, à savoir que la tolérance aux organisations internationales, et non pas aux relations internationales, comme il figure ici, ça ne va pas forcément favoriser l'accoutumance et l'acceptation. C'est pas plus il y en a, plus il peut y en avoir. Et ce qui est observable, c'est plutôt une tendance inverse. Plus il y a d'organisations internationales, plus est grand le risque, non pas forcément de rejet, mais en tout cas d'en voir aussi les aspects négatifs. Et c'est frappant notamment entre Genève et Montréal. Montréal a des organisations internationales, mais en nombre assez limité. Genève en a davantage, et sans pouvoir se comparer à Bruxelles en la matière tout de même. Et là, on voit quand même clairement une gradation en la matière. Donc, la solution n'est pas forcément de se dire plus on va en mettre, mieux ça va aller, et plus longtemps elles seront présentes, plus les citoyens vont s'y adapter. L'ancienneté ne fait pas forcément quelque chose à l'affaire, Donc ça, c'est simplement une hypothèse esquissée à discuter, et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire aussi en élargissant le pool plutôt des cités, des villes internationales comportant des organisations internationales. C'est pourquoi on va aller à Rome aussi, où il y en a un certain nombre, à Paris. C'est cette idée que d'abord il faut mesurer l'impact cumulatif des organisations internationales, et puis il faut aussi mesurer l'impact du statut de la ville internationale en elle-même, dans laquelle les organisations internationales ne sont qu'un vecteur en plus, et où elles peuvent se diluer alors, et c'est ce qu'on va tenter de faire dans les cas qui viendront plus tard. Je vais m'arrêter là, je pense. Je suis certaine que certains et certaines d'entre vous brûlent déjà de poser des questions et de réagir par rapport à ce que l'on vient de découvrir. Néanmoins, les Midi de l'Érib, ça fonctionne un peu différemment. Donc après l'intervention, après cette longue intervention, nous allons maintenant laisser la parole à Charlotte Cazier, qui va nous permettre en fait d'entamer la discussion et de proposer déjà quelques pistes de réflexion supplémentaires par rapport à cette présence des organisations internationales à Bruxelles. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir Charlotte Cazier, qui est géographe et aspirante au FNRS. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire d'être aspirant au FNRS, ça veut dire qu'elle effectue une thèse de doctorat. Elle est en train de terminer ses recherches à l'ULB également, dans une unité de recherche qui s'appelle l'IGEAT, et ses travaux portent, grosso modo, pour aller très vite, sur les interactions entre l'immigration privilégiée et le marché du logement à Bruxelles. Elle a
notamment publié récemment des travaux portant sur la sociodémogéographie des Français et Françaises à Bruxelles, ou alors encore sur les migrants européens aisés et la transformation du quartier Solvay à Bruxelles. Charlotte? Mais donc oui, comme je disais, l'Europe à Bruxelles, c'est quand même une composante majeure des dynamiques, que ce soit en termes d'emploi, on a mentionné les chiffres plus tôt, mais aussi en termes de population. C'est toujours compliqué de chiffrer la présence expatriée ou en tout cas relative aux fonctions internationales à Bruxelles, mais en termes de proxy, par exemple, la population européenne non belge, elle représente 1/4 de la population. Et ça a des impacts notamment sur les questions immobilières et commerciales. On en a parlé un peu plus tôt. C'est quelque chose qui souvent nourrit d'ailleurs beaucoup de débats à Bruxelles. Pour la petite anecdote, moi j'ai écrit un article sur les Européens et sur les Français. Et j'ai eu des contacts avec la presse dans ces cadres-là. Et souvent, parfois j'avais l'impression que la seule obsession des journalistes c'était de savoir si oui ou non les Européens et les Français faisaient augmenter les prix de l'immobilier. C'était la seule chose, donc parfois j'avais l'impression qu'ils voulaient discuter. Et donc, oui, donc à la fois, c'est un sujet qui, je trouve, mobilise fort l'attention des médias, mais aussi des pouvoirs publics. On a par exemple des communes qui ont des échevins ou un échevinat aux affaires européennes. Et en même temps, c'est un sujet qui est peu étudié, en tout cas de mon impression, par la recherche, et parfois avec des connaissances un peu stéréotypées. Alors à quoi c'est lié? Pour revenir en arrière, dire que c'est aussi quelque chose qui apparaissait dans le sondage, par exemple, sur la question des expatriés, ou aussi sur, au final, la méconnaissance de certains aspects liés à ces fonctions internationales. Donc ça, pour moi, c'est un paradoxe, quoi. À la fois, c'est important, c'est aussi cette centralité, puisque, par exemple, les institutions internationales se situent presque au centre de Bruxelles, on passe régulièrement, et à la fois cette méconnaissance ou ces aspects un peu stéréotypés. Et ça s'explique peut-être par cette concentration, par une géographie particulière de cette population et de ses activités, puisque en tant que géographe, dans mes travaux, j'ai observé quand même que c'est, par exemple, les travailleurs ou les personnes qui sont liées aux fonctions internationales, elles se localisent principalement dans l'est de la première couronne urbaine, où là, c'est une concentration géographique, mais aussi dans certains espaces, par exemple, dans certains aspects du marché du logement, ou alors aussi dans certains types de commerce et d'horeca. Et donc, j'ai trouvé en tout cas intéressant que cet article objective cette relation entre les Bruxellois et puis cette présence européenne et cette certaine connaissance, méconnaissance en tout cas. Et donc là-dessus, j'arrive déjà assez vite aux questions que j'aimerais bien penser à poser à M. Forêt. D'abord, au regard de ce que je vous ai raconté, j'ai été aussi assez surprise de voir qu'il y avait un rapport globalement positif des Bruxellois aux institutions bruxelloises. Et qu'en même temps, on avait une connaissance relativement, je ne sais pas si on peut dire faible, mais en tout cas imparfaite. Et je me demandais à la fois, sur l'article positif, est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être cette dissonance entre la préconception qu'on a de l'Europe détestée par des Bruxellois et aussi comment ça cohabite avec ce résultat de connaissance faible? Est-ce que une connaissance faible permet une approche positive ou est-ce que c'est comment divergent? Une deuxième question que vous avez très brièvement abordée en parlant de proximité qui grandit avec le diplôme, c'était peut-être la question de, je ne sais pas si vous avez déjà des premiers résultats avec les entretiens par exemple, ou la segmentation dans le sondage sur une appréciation différenciée en fonction du profil des Bruxellois, parce que j'imagine que oui, enfin j'imagine qu'il y en a, mais voilà, peut-être vous pourriez en parler un peu, puisque les Bruxellois, c'est quand même, ça reste relativement large, et c'est peut-être aussi une question liée à la méthodologie du sondage. Donc c'est une enquête en français en ligne, en dehors de même la maîtrise des langues. J'imagine que c'est une forme de filtrage social aussi de qui peut remplir un sondage en ligne en français ou s'en sent capable ou être intéressé par la démarche. Et du coup, quelle nuance ça permet peut-être d'apporter à vos résultats. Et enfin, une troisième question, je reprends la question de recherche que vous avez présentée, qui était est-ce que la proximité spatiale diminue-t-elle la distance sociale? Et je me demandais si
vous avez eu l'occasion en dehors de voir comment ces personnes appréciaient ou pas l'Europe sur leur territoire et la connaissaient, est-ce que vous avez pu voir si ça influençait leur perception plus générale de la politique européenne? Alors, je ne suis pas politologue, mais j'imagine qu'en termes de est-ce qu'on a confiance ou est-ce qu'on trouve que c'est des institutions utiles, etc., voilà, est-ce que le fait de voir ces institutions au quotidien, en tout cas pour certains, voilà, ça change la perception qu'ils ont de ce niveau de pouvoir. Voilà, ça c'était mes 3 premières questions. D'abord, merci de ces questions, et précisément c'est l'intérêt de ce dialogue, puisque là on est ramené plutôt à une logique ascendante partant de la population, et c'est là-dessus, comme je l'ai précisé au début, que je suis très heureux d'avoir un dialogue avec plutôt des spécialistes du territoire bruxellois, ou en tout cas travaillant ces thématiques. Est-ce que c'était une surprise? Je dirais oui et non. Non, pas forcément, parce que, encore une fois, l'enquête visait plutôt à objectiver des choses, des représentations qui circulent, et vraiment on ne visait pas trop la hauteur épistémologique. Il n'y a pas de prétention du tout excessive de cette recherche, qui est en partie une recherche plutôt appliquée. Par ailleurs, on s'appuyait sur l'état de l'art, donc on sait que la perception de l'international, et plus encore de l'Europe, est enchâssée dans des conditions préexistantes de rapport aux politiques, notamment l'appartenance nationale, l'appartenance locale, et par exemple identité européenne, identité nationale et identité locale sont en forte interaction. Et donc, connaissant par exemple le rapport des Belges à l'Europe, on pouvait déjà inférer de certaines choses. Et il y a aussi des effets de contexte assez forts. Et dans une capitale européenne plus qu'ailleurs encore, il est plus compliqué peut-être d'afficher des postures plus négatives, par exemple. Là, je réponds très vite sur des choses qui sont beaucoup plus compliquées que cela. Après, l'avantage de la comparaison, c'est précisément de pouvoir corroborer, et notamment de corriger le deuxième point que vous soulignez à raison, et j'ai essayé d'insister dessus au début. C'est un sondage en ligne, c'est un sondage en français. Oui, il y a des effets d'édiction. Moi, il se trouve que je suis très loin d'être un quantitativiste. Là, depuis 3 ans, je fais des sondages. Je me surprends moi-même, mais j'en vois aussi clairement à la fois les vertus pour objectiver certaines choses, mais aussi les biais méthodologiques qu'il faut toujours conserver à l'esprit. Il y a une marge d'erreur qui est loin d'être négligeable aussi dans ce sondage-là. Donc oui, j'entends bien, et je rejoins tout à fait cette prudence nécessaire, parce que il se peut là que la perception positive soit un petit peu survalorisée par le mode de collecte des données. D'où le recours justement ensuite à des approches plus qualitatives pour donner sens, et puis pour corriger un petit peu cela. Pour autant, sur la dimension socio-économique, on a fait un travail comme ça, d'abord d'analyse, notamment sur les données agrégées sur toutes les villes internationales. Il en ressort des choses moins nettes que ce qu'on pourrait penser, et notamment pas de distinction absolue entre masse non internationalisée et élite internationalisée, from nowhere, from somewhere, tous ces schémas un peu binaires simplificateurs, qui sont d'ailleurs déjà assez controversés. Et là, on parle de débats entre spécialistes, vraiment d'approche statistique. La principale suggestion, vu des résultats, c'est plutôt de le nuancer, puisque, encore une fois, il n'y a pas justement de clivage clair entre enjeux matérialistes et non matérialistes, et on voit très bien que des gens qui peut-être n'ont pas les ressources éducationnelles, culturelles, voire socio-économiques pour profiter de l'international ou des interactions avec l'Europe, ils vont monter à l'international et à l'Europe par d'autres biais aussi. Parce que peut-être, par exemple, ils ont une dimension internationale dans leur trajectoire biographique. Donc c'est un peu cela ce à quoi invite cette approche, justement, et à travers précisément peut-être l'absence de distinction nette. Alors, il y en a une explication, c'est peut-être les données, donc à prendre avec prudence, mais l'autre explication, et c'est ce qu'on a tenté de suggérer justement à travers
l'approche de la question par différents répertoires, c'est que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et que la fierté d'être bruxellois, par exemple, elle vient de personnes avec des niveaux socio-économiques très différents, mais qui peuvent en tirer une fierté pour des raisons là aussi très différentes. Et ça se traduit bien aussi dans les entretiens qu'on a pu mener. Et on ressort un clivage socio-économique, confrontation de groupes sociaux avec des revenus très différents. Et pour autant, ces entretiens suggèrent aussi qu'il y a des ponts qui s'instaurent au-delà de ce clivage-là et que les deux coexistent parfaitement. Donc c'est plutôt cela, en fait, c'était l'esprit général de cette recherche et du projet plus global dans lequel elle s'inscrit, c'est d'essayer de nuancer, quoi, et de montrer que précisément il n'y a pas deux groupes distincts et il y a des mondes qui peuvent coexister, mais déjà parler de coexister, ça veut bien dire qu'on n'est pas dans un affrontement ou dans une distance irrémédiable. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas forcément interpénétration. Et encore une fois, et ça c'est un cheval de bataille de recherche que je chevauche depuis longtemps, c'est consubstantiel du rapport à l'Europe, mais c'est aussi consubstantiel du rapport aux politiques dans l'espace national, quoi. Les relations politiques ne sont jamais univoques, ne sont jamais uniques. Et on peut à la fois mettre en exergue les différences, mais aussi mettre en exergue parfois qu'il peut y avoir des déterminants qui se chevauchent et qui jouent pour des groupes totalement différents. Merci pour cette première salve de réponses. Je vais maintenant laisser la parole à la salle, ça veut dire que je vais circuler avec le micro. En fait, vous avez l'air un peu étonné que les gens ne s'étaient pas opposés aux dérives peut-être architecturales du quartier européen. Et d'après moi, ça me paraît très normal. Alors, sur la... Attendez, pour ne pas perdre le fil... Oui, concernant les dérives architecturales, alors je n'ai pas mentionné une surprise particulière sur la non-réaction, parce que d'abord il y a eu des réactions historiques très vigoureuses, et elles le sont encore, sous d'autres formes. Mais de fait, c'était, et là je fais référence à d'autres travaux évidemment, de gens qui ont travaillé beaucoup plus profondément là-dessus. Le fait que ce soit une multicapitale, le fait aussi que on a bien montré comment Bruxelles a été travaillée, instrumentalisée par une grande variété d'acteurs qui étaient motivés avant tout par leur intérêt propre, des intérêts, des acteurs politiques, économiques, voilà, et dans lequel il y avait les institutions européennes, mais les institutions européennes étaient très loin d'être les acteurs dominants. Par ailleurs, il n'y a pas eu de plan d'ensemble, de logique progressive d'aménagement. Bon, là, encore une fois, je dis des évidences. Donc oui, attribuer à l'Europe la destruction de Bruxelles, ça serait effectivement très abusif. Dans le long terme, évidemment, mais même dans les décennies qui précèdent. Voilà. Bon, après, on entre dans un débat qui est plus politique que scientifique, mais je concours tout à fait avec vous sur ce point. Alors, il y a eu... Bon, c'est l'occasion de poursuivre le dialogue, et j'en suis heureux. D'abord, il y a eu la question sur l'expat. Effectivement, n'oublions pas. Alors, j'entends bien... J'ai passé un slide et une partie sur justement la notion d'expat, d'où elle vient, comment elle est construite. Ce n'est pas du tout une catégorie statistique, c'est clair. C'est une catégorie du discours social, politique, médiatique. Rien ne permet d'identifier ce qu'est un expat dans les termes que vous le précisez. Nous, on l'a utilisé dans la question justement pour tester le stéréotype. À partir de quand devient-on ou cesse-t-on d'être un expat ? Il y a un gros travail à faire, ça a déjà été mentionné, sur... Déjà, ceux qu'on qualifie de bruxellois, non bruxellois. Bon, par exemple, on citait les personnes non belges, un quart. Nous, on a choisi plutôt d'utiliser le critère né à l'étranger, parce qu'alors on va dans une proportion bien supérieure. C'est toute la richesse et la difficulté de la démographie de Bruxelles. Et après, il y a le critère linguistique, évidemment. Il y a d'autres critères de type administratif. Donc, voilà, c'est ça aussi, les sciences sociales, c'est de travailler sur le rapport entre les catégories administratives et les catégories sociales.
la catégorie d'expat est un fait politique de par son usage. Donc c'est ça qu'on essaye de comprendre. Je ne suis pas sûr du tout que la réponse vous satisfasse, mais en tout cas, c'est l'usage qu'on a fait de ce terme, qui ne se voulait ni péjoratif ni laudatif. C'est juste une étiquette qui structure largement le débat politique et scientifique. Donc ensuite, il y a eu une longue suite de questions très riches et qui continuent un dialogue qu'on a déjà pu ouvrir avec XL et les personnes mobilisées en la matière. Alors, comparaison avec des villes qui n'accueillent pas des organisations internationales. Alors, on va peut-être pas pousser le vice jusqu'à là, mais clairement, on essaye de faire jouer ce critère, justement, en fonction, d'une part, de la taille de la ville et d'autre part, du nombre d'organisations internationales. C'était ce que je disais très rapidement sur la comparaison avec Genève et Montréal. Bon, et quand on va faire à Paris, avec l'UNESCO ou autre, quand une ville est très internationalisée déjà et comporte des organisations internationales, bien entendu, les organisations internationales ne vont jouer qu'un rôle marginal, sans doute. J'y viens d'ailleurs dans un instant concernant Strasbourg. Donc ça, on essaye de le prendre en compte à la fois avec des effets d'échelle et des effets d'intensité de présence des organisations internationales. J'en viens à Strasbourg, puisque vos autres questions portaient largement sur la comparaison. Un point spécifique... Quand on demande aux Bruxellois qu'est-ce qui, selon vous, fait la perception internationale de votre ville, ils vont dire la présence d'organisations internationales. Quand on demande aux Strasbourgeois qu'est-ce qui fait, d'après vous, la perception internationale de Strasbourg, ils vont dire l'héritage culturel. Bon, ça, c'est un exemple. Dans certains cas, les organisations internationales sont le marqueur identitaire le plus fort, pas dans d'autres. Donc ça renvoie à des dynamiques, là encore, historiques, politiques et autres. Et ça permet de mesurer aussi... là, ce n'est pas l'auto-perception, mais c'est la perception de l'image que des tiers vont avoir de leur ville. Donc c'est un peu la construction du miroir dans lequel on va refléter son identité. Donc ça, c'est un premier indicateur. Donc Strasbourg-Bruxelles, je l'ai dit très, très rapidement, mais oui, bien sûr, quand on s'inscrit dans un État plutôt unitaire comme la France, quand on s'inscrit dans une ville qui n'est pas une multicapitale, qui a parfois d'ailleurs des relations potentiellement compliquées avec ses autres centres de pouvoir territoriaux, et qui donc se caractérise d'abord et avant tout par d'autres vecteurs d'internationalisation. Et par exemple, à Strasbourg, il y a une dimension culturelle qui est beaucoup plus forte, donc en référence à son patrimoine, mais aussi parce que beaucoup des organisations internationales qui y sont présentes ont cette dimension culturelle-là. Le Conseil de l'Europe, ou Arte, qui était aussi une des organisations testées. Donc voilà, ça colorie différemment la montée à l'international et le répertoire par lequel elle se fait. Sur les jeux d'acteurs dans les deux villes, Strasbourg-Bruxelles, je ne vais pas rentrer dans les cuisines de la recherche, parce que ça ne se fait pas par déontologie. Je dirais juste qu'il était très compliqué. Enfin, non, je ne vais pas dire ça comme ça. Il était plus compliqué de travailler avec Strasbourg qu'avec Bruxelles. On va dire ça comme ça. Et que vous en êtes l'exemple. Enfin, il y a une dimension de proactivité à Bruxelles qui n'existe pas à Strasbourg. Et ça peut être interprété aussi peut-être comme une conséquence du modèle de gouvernance, puisqu'il y a un niveau local, voire citoyen, plus dynamique ici qu'à Strasbourg sur ces questions-là. Vraiment, c'est flagrant. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi objectivable quand on regarde les dispositifs mis en place, par exemple, dans les relations avec les institutions européennes. Et on dialogue aussi, et prochainement, on va faire une séance au Parlement européen là-dessus. Enfin, on dialogue aussi avec les institutions européennes pour voir comment elles perçoivent leur ancrage territorial et le partenariat avec les autorités locales. Voilà. D'un côté, il y a un État qui peut taper sur la table au Conseil en disant Strasbourg va rester une capitale européenne. Ça, c'est une chose, c'est la force des systèmes unitaires. Mais quand il s'agit de traiter des modalités pratiques, là, la donne est différente et peut-être renversée en faveur davantage des systèmes plus décentralisés, entre guillemets. Voilà, c'est une réponse imparfaite, mais... Je voulais juste ajouter quelque chose sur les expatriés. Juste dire qu'il y a un article dans Brussels Studies de 2009 qui s'appelle « Définir les expats, le cas des immigrés hautement qualifiés à Bruxelles », qui a été écrit par
Emmanuel Gatti, qui je pense peut vous intéresser si vous voulez, et qui lui utilise la définition en disant que les expats, c'est un sous-groupe distinct d'immigrés caractérisé par un haut niveau d'éducation et une situation professionnelle relativement favorisée, qui je pense est une définition qui fonctionne assez bien pour rencontrer, quand on veut parler des expatriés. Mais pour ajouter encore sur l'aspect statistique, même avec une définition où, par exemple, on pourrait dire c'est à partir de tel niveau de diplôme ou telle situation professionnelle, on peut mettre ces migrants-là dans la catégorie expatriés. Ça reste quand même très compliqué parce que la qualité des données sur ces personnes est assez mauvaise depuis la fin des recensements papier en 2001. Donc, on n'a pas les niveaux de diplôme des gens qui ont eu leur diplôme à l'étranger, enfin, ou très peu. Et alors, en termes professionnels, quand on a un emploi qui n'est pas lié à la sécurité sociale belge, on a aussi peu de statistiques. Et donc, même avec une définition, avec des critères qui pourraient être objectivables, c'est souvent difficile de les identifier dans les statistiques. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Juste peut-être pour rebondir aussi, en élargissant au-delà de Bruxelles, il y a tout un courant en sociologie des migrations qui vont travailler là-dessus, Adrian Favel, Eurostar, etc., qui justement tend à discuter cette idée d'expat qui serait réduit aux personnes à haut revenu, à haut niveau d'éducation, et qui montre qu'il y a des situations de mobilité qui concernent des gens alors qui partent pour une grande variété de raisons et qui ne vont pas forcément ensuite retrouver un très fort capital socio-économique et qui par contre vont rencontrer le coût de la migration. Et donc Adrian Favel et bien d'autres a notamment travaillé sur des villes, Londres, etc. Et il suggère des choses là aussi très riches quand on les applique à nos débats, que c'est un phénomène d'abord, cette mobilité qu'il ne faut pas attribuer uniquement aux élites, qui touche aussi très différemment le fait familial. Il y a d'autres sociologues d'ailleurs qui ont abordé la question sous l'angle de l'amour, pour introduire un petit peu de sentiment dans ces débats arides. Là, je pense plus à l'ouvrage de Diez Medrano sur Europe in Love, les familles transnationales et comment elles se rapportent justement à l'international et à l'Europe. Et tous ces travaux montrent bien que la mobilité, être européen en soi, ou pas européen d'ailleurs, parce que ça concerne aussi des gens qui ne sont pas forcément européens, ne veut pas dire soutenir l'intégration européenne, ne veut pas dire être en adéquation complète avec les valeurs de l'Union européenne. Oui, on peut être, par exemple, relativement conservateur et en mobilité, et donc ne pas faire l'apologie du multiculturalisme, du post-libéralisme et autres. Voilà. C'est une image extrêmement fragmentée et raffinée que nous offrent ces travaux-là, bien loin, encore une fois, de ce clivage de l'expat à fort capital, capitaux de tout type, et qui serait citoyen du monde. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, j'avais une question pour François Forêt, 3 questions. Tu as rappelé en commençant que cette recherche s'inscrivait quand même dans le prolongement d'une recherche de longue haleine sur la légitimation de l'Europe, et notamment la légitimation symbolique de l'Europe sur la longue durée. Et je voudrais savoir plus précisément comment tu conçois cette recherche que tu as appelé appliquée à un certain moment, avec une autre base méthodologique, comment tu la conçois par rapport à cette perspective, cette interrogation de longue durée sur la légitimité, avec un autre terrain, avec d'autres instruments méthodologiques. Notamment, à un certain moment, au tout début, tu dis finalement, c'est une approche par les intérêts, par les normes et par les pratiques. Et puis après, tu dis les intérêts, donc le type de question qui renvoie aux intérêts sur la perception des organisations internationales, et puis dans un deuxième temps, plus sur l'identité ou les identités et les valeurs. Et donc, je voulais savoir si ce deuxième volet, identité-valeurs, pour toi, il était nourri par un rapport aux normes et des pratiques de l'Europe ou des organisations internationales, donc des socialisations particulières. Et la dernière question, j'ai bien compris qu'il y a encore une grosse minorité, voire une petite majorité qui témoigne plutôt d'indifférence sur tout un tas de questions. Je voulais savoir si, déjà à cette phase si descriptive de la recherche, il y avait une volonté d'expliquer cela. Alors,
C'est mal, Florence, tu me tentes de partir un petit peu en biais. Je vais essayer de répondre sur la première question, notamment, mais sans trop m'égarer. Bon, parce qu'évidemment, on est toujours enclin à chasser ces démons. Oui, bon, en fait, comme je le disais, moi, à la base, je suis un qualitativiste. Enfin, je travaille notamment avec des méthodes sociologiques, voire anthropologiques. Et ce qui toujours m'anime quelque part, c'est cette question du centre, et cette question de savoir si émerge à un moment donné, quand on construit un système politique, un point focal qui va ordonner une vision du monde. Bon, et là, je parle un peu comme justement les anthropologues à la Clifford Geertz et autres. En gros, est-ce qu'on peut faire de la politique sans avoir un centre ? C'est une question à la fois très simple et très compliquée, qui amène à comparer les États-nations entre eux d'abord, avec des niveaux d'intégration très différents et des niveaux d'organisation politique très différents, et les États-nations aux empires. Bref, il y a un jeu théorique qui a été fait avec l'Union européenne, puisque dans la typologie des systèmes politiques, on a comparé l'Union européenne à des choses très différentes et assez opposées, empire, consociation, États-nations et fédération, et j'en oublie. Et donc là, clairement, de manière très prosaïque, il s'agissait de regarder ce qui se passe au plus près et de voir s'il naît quelque chose comme une mystique du centre. Et comme et ça, j'ai fait ça il y a 15 ans et plus, mais enfin, en comparant Bruxelles, y compris dans les approches par l'architecture, par le discours des institutions, avec d'autres cas. Moi, je suis aussi un comparativiste extra-européen, notamment avec les États-Unis, Bruxelles, Washington, voilà, des villes de ce type, et dans le rapport aux citoyens aussi, dans le rapport au centre. Voilà, il y a ça. Bon. D'un côté, on est dans une perspective extrêmement générale, théorique et pas très facile à objectiver, et de l'autre, on arrive avec notre sondage en ligne, quoi. Donc, bon, il y a un écart dont on est bien conscient, mais là, entre l'inspiration d'une recherche et la réalisation, la distance est toujours très longue. Il ne faut pas faire des sauts, même si on peut y être tenté. Ce que je peux simplement dire, c'est que les résultats de l'enquête, malheureusement, et je suis le premier à le regretter, ne vont pas forcément témoigner de l'émergence de Bruxelles comme centre qui procurerait à ses habitants une fierté telle qu'elle modifierait radicalement la relation aux politiques. Non, c'est pas ce qu'on peut mesurer. On a parlé d'un sentiment de fierté qui peut fonctionner comme gratification et corriger un peu les logiques habituelles. Mais on n'a pas mis en exergue que le fait d'être proche devenait un élément structurant qui effaçait toutes les discriminations socio-économiques, par exemple, évidemment. Donc voilà, là je tire vraiment très fort sur les deux bouts de la corde pour les rapprocher. Je ne prétends pas démontrer quoi que ce soit, mais en tout cas, cet effet centre-là, il n'est pas mis en exergue de manière si significative. La deuxième, je continue là-dessus un petit peu parce que, et ça me permet de revenir d'ailleurs sur un point que j'ai peut-être oublié, je ne suggérais pas qu'à Strasbourg, il y avait un effet plus fort des institutions. Ce que je suggère simplement, c'est qu'on a posé des questions beaucoup plus précises à Strasbourg sur le rapport aux institutions, y compris donc sur la visite, par exemple, du Parlement et tout ça. C'est juste une très bête question de logistique de recherche. C'est qu'on a fait le sondage de Strasbourg après, que le premier, il a été paramétré vraiment sur les villes internationales, nécessité de la collaboration. Moi, après, j'en ai fait un sur Strasbourg, capitale de l'Europe, j'ai rajouté des questions. Et bon, j'ai toujours la tentation de le refaire sur Bruxelles avec des questions beaucoup plus spécifiques aussi. Parce que c'est plus justifié, évidemment, encore sur Bruxelles. Évidemment, du fait de la présence beaucoup plus massive des institutions européennes. Et en plus, j'ai déjà travaillé avant sur les visites du Parlement, sur les modes d'inscription les plus immédiats dans l'environnement bruxellois. Mais du coup, il y a une asymétrie des données, que ce n'est pas une asymétrie des réalités, forcément. C'est juste qu'on n'a pas posé les mêmes questions exactement. Enfin, on a posé les mêmes questions, mais on en a posé plus à Strasbourg. Voilà, ce qui était une façon de répondre aussi sur les méthodes à employer. Donc, on continue ces approches, et là, c'est bête et méchant, et ça a été fait déjà aussi de multiples fois, les interviews, les entretiens qualitatifs sur les perceptions de proximité. Ça vient juste affiner et corroborer certaines choses. Oui, encore une fois, on le voit de manière frappante, mais
qu'on connaît intuitivement, même s'il faut se méfier des prénotions, il y a cette logique socio-économique, et ça ressurgit constamment, à savoir, par exemple, les travailleurs, les commerçants ou autres, témoignent tous d'un gap socio-économique avec, désolé, les expats tels qu'on les définit socialement, écart de revenus, etc., parfois rapport de classe, arrogance, y compris dans des rapports professionnels comme l'ORECA, qui sont plutôt... qui sont marqués, comme toute activité de service, par une forte distinction, et par un devoir d'effacement, justement, des acteurs professionnels. Il y a notamment un travailleur de l'ORECA qui se définit comme l'ange de l'ombre. Vous savez, un acteur social qui doit effacer son identité pour se mettre au service d'eux, et donc pour ne pas interagir avec sa clientèle, et notamment pour ne pas parler politique. Donc il y a cela qui se pose, mais ça, on peut le retrouver dans de multiples configurations, et ça n'a rien de spécifiquement européen, c'est une logique socio-économique. Et par ailleurs, les mêmes personnes, dans les mêmes configurations, vont témoigner parfois d'une communication qui se noue. Vont témoigner... alors, c'est pas une socialisation mutuelle, ça serait beaucoup trop fort. Et certains ont un discours assez riche, oui, ce sont devenus des connaissances, des amis, non, pas vraiment. Bon, je vais pas dériver dans le très qualitatif, mais c'est ce qui faisait dire que on n'est pas en train de dessiner un clivage irrémédiable, on est en train de dessiner la résistance, la prédominance des clivages socio-économiques, ce qui n'empêche pas d'autres ponts de s'établir, parfois sur des clivages qui ressortent plus de l'idéationnel, quoi, et qui coexistent complètement avec les séparations socio-économiques ou socio-culturelles, puisque après, il y a les centres d'intérêt, il y a le rapport aux politiques qui joue aussi dans la communication ou dans la non-communication entre différentes catégories de population. Mais vous faites la même enquête... à Brasilia ou à Paris ou ailleurs, et vous allez retrouver largement la même chose. Simplement, ce qu'on va moins retrouver peut-être, c'est cette dimension identitaire, ce nationalisme banal, pour reprendre des expressions consacrées, qui corrige les distances socio-économiques dans le cas d'États-nations anciens, et qui le corrige moins ou pas du tout dans le cas d'États plus récents, moins nationaux, ou dans le cas de l'Union européenne. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et donc sur l'indifférence, oui. Bon, là c'est une question gigantesque, et des livres très intéressants ont été écrits là-dessus encore une fois, mais moi je dirais que c'était pas du tout une surprise, ça, et encore une fois, parce que la politique est lointaine pour la plupart des gens, et ça, on a justement fait exprès de travailler sur des catégories dans la phase qualitative très différentes. La politique est lointaine, la politique nationale est lointaine, la politique belge est lointaine, et la politique européenne, assimilée partiellement à la politique étrangère, l'est plus encore. C'est normal, et ce n'est pas du tout forcément quelque chose de préoccupant ou un problème spécifique de l'Europe. Parce que la vision d'un citoyen surpolitisé en permanence, non. Enfin, la démocratie, c'est aussi la délégation, c'est aussi parce que les gens ne veulent pas s'occuper de politique. Et je ne dis pas ça, encore une fois, de manière prescriptive ou péjorative. C'est un fait sociologique qu'on peut déplorer, dont on peut s'accommoder, dont on peut voir les dangers. C'est simplement l'invitation à chaque fois de ne pas attribuer à l'Europe un état de fait qui vaut de manière générale pour la politique. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter d'y remédier. Votre comparaison avec le nombre de gens nés en Belgique. Vous êtes à Bruxelles avec une ville historiquement très délimitée, donc un grand nombre de gens qui y travaillent logent à l'extérieur, et donc avec une construction de ce qui est, je dirais, l'attribut urbain qui est très différente. Si vous prenez les voies de statistiques dans les deux communautés belges, vous aurez quelque chose de très intéressant chez la troisième communauté. Vous aurez du côté des Hontales, dans le nord du pays, une approche pour l'accueil sur base de la nationalité des grands-parents. Vous en aurez d'autres, par exemple, sur l'usage de la langue au niveau wallon. Et vous en aurez aussi sur la langue qui est parlée en famille. Je serais très intéressé de voir comment votre statistique de la comparaison des gens nés en Belgique se différencie par rapport à ces 4 ou 5 autres de voix pour pouvoir faire la comparaison de la perception de l'international. Parce que quand vous prenez par exemple
des gens venant du Maroc et travaillant à Bruxelles, leur perception de l'international est forte. Elle est peut-être différente de ceux pour qui le statut européen et les facilités de transport, de visa et autres sont très différentes. Et donc, toutes les voies statistiques pour expliquer ces différences, à mon avis, elles sont primordiales si on veut travailler sur ce qu'est, y compris dans ce que vous dites sur l'indifférence, parce que très souvent, les gens qui arrivent, ce sont très nationaux du pays d'accueil. Voilà, c'était juste une petite réflexion, mais que je crois très très importante pour la comparaison de ce qu'est le statut international. Réponse très rapide. Je souscris tout à fait à cela. Encore une fois, on est entré dans la comparaison avec la nécessité de définir la ville, et ça a été un débat, y compris pour Genève, Montréal, parce qu'il y a des périmètres qui peuvent varier. Et donc là, le critère de recrutement, c'était l'adresse postale. Donc on a choisi de facto de prendre des gens qui habitent à Bruxelles, tout en sachant que, par exemple, beaucoup de gens... Non, qui habitent à Bruxelles. Le sondage, c'était... non, c'est différent. On avait la question sur le critère de naissance. Non, le critère de naissance, mais ont répondu au sondage des gens qui habitent à Bruxelles. Voilà. Et dans les 650, vous excluez ceux qui sont pas venus à Bruxelles. Oui, bien sûr, puisque c'était l'identité des gens de la ville, sachant que la ville, en Belgique ou à Genève ou à Montréal ou ailleurs, ça veut dire des choses très différentes. Donc ça, c'est un critère qui, à un moment donné, aussi était un peu arbitraire, mais on a suivi largement des critères administratifs. Pour autant, ce que vous dites est tout à fait exact, et ça va dans le sens de ce que je disais un peu auparavant. On a travaillé dans un autre sondage sur les valeurs européennes. On prenait par exemple en compte aussi la nationalité, et c'est ce qu'on découvre, par exemple, des gens d'origine non européenne, mais qui sont inscrits dans des réalités diasporiques, à savoir une diaspora qui existe aussi dans d'autres pays européens. Eux vont aussi être en faveur de l'intégration européenne, même s'ils ont un rapport extrêmement distant vis-à-vis de l'Union européenne, mais parce que ça renvoie à des réalités qu'ils vivent, avec des réalités familiales, aussi des marchés matrimoniaux qui ont été développés à travers les frontières des États membres. Et donc là-dessus, il va y avoir un soutien, par exemple, à l'européanisation horizontale. La mobilité, ça ne veut pas dire qu'ensuite, ils vont s'accommoder de politiques européennes qu'ils vont peut-être rejeter pour des logiques socio-économiques. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites, je crois. Il y a de multiples rapports pour monter à l'international, et il y a des chemins qui peuvent se faire en conciliant des logiques divergentes, voire contradictoires. Est-ce que vous comptez continuer votre recherche? Parce qu'il y a quand même eu toute l'histoire ukrainienne. Et ces derniers temps, j'ai ressenti chez beaucoup d'habitants un genre de peur à cause des institutions. Oui, on est la capitale de l'Europe, il y a longtemps ici, donc la première cible, ce sera nous. C'est un ressenti. Et Ursula von der Leyen qui s'habille en bleu et jaune, donc les gens ont une peur des institutions depuis. Est-ce que vous comptez continuer cette recherche? Parce que ça peut avoir changé. Très vite, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible, comme disait l'autre. Donc Bruxelles, oui, est peut-être émergé davantage comme centre politique. On a eu un groupe d'étudiants qui a travaillé sur l'OTAN. Et voilà, c'est un exemple d'organisation internationale qui gagne de la visibilité, ce qui montre aussi que l'actualité joue, mais les représentations fondamentales qui commandent le rapport à l'international, elles ne changent pas à la faveur d'un événement, puisqu'on parle de choses bien trop enracinées finalement pour être impactées par le court terme. Merci à toutes et tous pour vos interventions. Merci bien sûr à nos deux intervenants pour les questions, les ébauches de réflexion qui viennent de tout ça, et c'était très riche. Merci bien sûr, je l'ai déjà dit, donc, pour votre intérêt et votre participation à la discussion. Si vous voulez revoir des passages, et surtout si vous êtes intéressé par d'autres des séances auxquelles vous n'avez pas pu assister précédemment, je vous invite bien sûr à aller voir la chaîne YouTube de l'IRIB. YouTube, je pense que voilà, tout le monde les trouve assez facilement en cherchant IRIB, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur Bruxelles, sur le moteur de recherche. Vous trouverez facilement les archives des précédentes séances. Et la prochaine, comme je vous l'annonçais, elle aura lieu le 13 octobre déjà, et elle portera sur des scénarios possibles pour faire construire des logements sociaux par le secteur privé. Nous recevrons Nicolas Bernard du CEPRI, donc qui travaille ici à Saint-Louis, et comme discutant, nous aurons M. Paul Zimmer.
Toutes les informations pratiques aussi sont partagées régulièrement via l'infolettre de l'ERIB ou alors sont sur le site erib.be. Merci encore et bon après-midi. Au revoir.